Sa montre nous vient d'Italie, les amis. La patrie des Ferrari, Visconti, Verdi, Comencini, Bianconeri. Mais dans l'horlogerie, c'est aussi la patrie des Panerai et autres Bulgarie. Charles, Carlito, n'est pas italien. C'est juste un client francophone qui vient nous raconter son histoire avec sa montre d'origine italienne, Eco Neutra Avero. Il nous raconte tout, il partage son avis dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Carlito, ça va? Très bien, et toi Xavier? Comment je t'appelle? Charles ou alors Carlito? Écoute, fais-toi plaisir. Ok, on va l'appeler Charles quand même, faut pas déconner. Nous ne sommes pas sur une chaîne italienne, mais bien francophone. C'est une première puisque tu viens nous présenter une jeune marque peu connue. J'ai galéré comme un âne pour faire le quiz, mais ça, on verra tout à l'heure. T'es venu avec? Je suis venu avec, donc la voici, c'est une Eco Neutra, donc c'est une micro-brand marque, donc une jeune marque. Il n'est pas italien, mais il parle à moitié anglais, les amis. Hein. Donc c'est une jeune marque. C'est une jeune marque qui a démarré comme beaucoup de jeunes marques sur Kickstarter. Ouais, fais voir. Je peux l'essayer? Tu peux l'essayer. Les amis, je ne sais pas pourquoi, je te coupe parce que c'est important. À chaque fois que nous sommes dans cette salle, quand on démarre l'enregistrement de Petite Montre entre amis, il y a soit l'ambulance, soit la police qui passe. Voilà. Je voulais juste le dire parce que forcément vous l'entendez et là on pourrait se dire pourquoi vous ne recommencez pas l'enregistrement? Parce que c'est une discussion, c'est tout, à l'improviste, entre deux amis qui parlent de montres. Est-ce que je peux l'essayer pour faire le test du... poignet de poulet. Hein. Eh oui. Ah là 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 là, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? C'est pas du... Qu'est pas ça? C'est de l'espagnol, hein. C'est pas de l'italien, les amis. Tu devrais y arriver. Je devrais y arriver, mais je n'y arrive pas. Écoute, c'est pas grave. Eco Neutra, comme son nom ne l'indique pas, est d'origine italienne. Tout à fait. Tu l'as acheté sur Kickstarter il y a combien de temps? Alors, je ne l'ai pas acheté sur Kickstarter parce que... elle a été lancée sur Kickstarter. Elle a été lancée sur Kickstarter, tout à fait. Je l'ai vu dans les réseaux sociaux, je pense qu'on peut le citer, Instagram. Et j'ai fait un arrêt dessus, comme un chien marque un gibier pour les chasseurs. Ouais. Mon regard s'est figé dessus, ça a arrêté, ça ne s'explique pas. En général, je ne suis pas quelqu'un qui va stopper sur une photo, parce que les montres, je pense qu'il faut les voir en vrai pour qu'on puisse ressentir une émotion. Donc tu es le braque hongrois et non pas le braque italien de la montre, quoi. Tu l'as arrêté comme ça, là. Mais qu'est-ce qui t'a figé, alors? Je crois que c'est irrationnel, hein. C'est cette simplicité. Alors ça, j'aime bien les montres qui sont assez épurées, parce que on en parlera, je pense, plus tard, j'ai d'autres montres. Et je la trouve épurée, et d'un autre côté, je la trouve assez neutre. Mais elle fait écho en moi, tu vois, Eco Neutra. Oh là là, il nous raconte une belle histoire. Donc tu la découvres sur Instagram. Sur Instagram. Ce qui t'amène après sur leur site internet ou sur Kickstarter? Comment ça s'est fait? J'ai fait une recherche sur Internet, je suis tombé sur leur site. Ouais. Et un peu de réflexion, parce qu'acheter une montre comme ça, Kickstarter, on sait tous qu'il y a plein de marques qui naissent, et puis on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, j'ai voulu un petit peu de réflexion, parce que je ne pouvais pas l'avoir en vrai, jusqu'au jour où j'ai craqué, et j'ai recherché sur net. Et là, par contre, je suis tombé sur un site allemand qui est spécialisé dans la vente de jeunes marques. Ouais. Je me suis dit, en fin de compte, le prix étant le même, autant faire travailler une autre personne. Et puis moi, j'habite à la frontière allemande, donc ça avait aussi un sens. Et j'ai fait travailler cette personne qui s'appelle, je peux citer bien sûr. S'appelle Chronofactum, qui est du côté de Berlin. Ils ont un site internet, ils font plein de marques, de jeunes marques comme ça, assez intéressant dans tous les budgets. Ils font entre autres Eco Neutra. Ouais. Et la personne l'a expédié avec très grand soin. Très rapidement. Mais moralité, tu ne l'as pas essayé? Moralité, je ne l'ai pas essayé. J'ai pris un risque. Enfin, ça reste un risque assez modéré en termes de son budget, qui est un budget très raisonnable. Donc, tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 700 €. 700 €. TTC, frais de livraison inclus, avec 2 bracelets. Voilà. 2 bracelets. Avec ce bracelet, Alors, un peu simili maille milanaise?
C'est les mailles milanaises, ça, c'est quoi? Oui, Non, ça ressemble à un petit Ouais. peu à une maille milanaise. Et puis j'ai un bracelet dit tropique en caoutchouc Ouais. que je mets de temps en temps. Oui, mais maille milanaise, celui-ci n'est pas venu avec. Non, Mais non, il tu n'est as pas dit qu'il y venu avait avec. 2 bracelets. Il y a un bracelet cuir et textile, un mixte, Ouais. mais que je n'apprécie pas au porter. Donc là, je suis plutôt en recherche d'un nouveau bracelet. Il me semble, là, vous allez voir, je vais lui mettre un petit coup de pression, il me semble quand même qu'il y a un bracelet acier avec. Alors, Que tu peux l'avoir. Mais tu as choisi de ne pas le prendre. Je choisis pas le prendre. Pourquoi, je ne sais pas, je m'en souviens plus quand je l'ai commandé, mais j'étais plus axé sur le bracelet cuir et tropique. Et du coup, j'avais un bracelet à la maison, maille milanaise, Tu l'as mis dessus, et ça te convient bien. Et ça me convient bien, ouais. Ouais. Alors, tu nous expliques que ça a été un petit peu, entre guillemets, un coup de foudre quand tu l'as vu sur Instagram. Tout à fait. Ça a été après un cheminement de plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Ouais. Ça faisait un moment que je voulais une moon phase parce que bon, elle indique les phases de lune et sur les deux hémisphères. Ouais. Et souvent, les moon phases, je les trouve très classiques, vraiment trop classiques, limite ce que tu aimes bien, les chiffres romains, tu vois. Ouais. Il me chauffe là, j'en peux plus là, attendez. Non, mais c'est vrai que je trouvais que c'était pas top. Souvent, c'est des fonds blancs et la lune classique dorée avec un peu de bleu pour faire la nuit. Et celle-là, je la trouvais plus moderne, plus actuelle, qui me correspondait en tout cas mieux pour moi. Donc voilà quoi. J'ai craqué. Quand je l'ai reçu, j'étais agréablement surpris parce que quand on... Qu'est-ce qui t'a plu en la recevant tout de suite? C'est tout bête, c'est la boîte. Je ne m'attendais pas à avoir une boîte aussi sympa. Alors le packaging, je pense, fait partie aussi de l'expérience client, j'ai envie de dire. Et on a franchement une très très belle boîte que d'autres grandes marques suisses peuvent faire aussi avec des montres avec des budgets différents. Mais là, déjà, rien que l'écran est déjà surprenant en regard de la montre, quoi. Oui. Et puis la présentation de la montre en elle-même dans l'écran, il a décidé de mettre un petit outil pour pouvoir changer justement les bracelets, donc un style chasse-pompe Bergeron assez pratique. Bergeron. Je faisais l'erreur. Bergeron, c'est le chilien Bergeron. Là, on est dans le vin blanc. Je vois que, Charles a d'autres problèmes. En Alsace, le vin blanc. Oui, mais c'est pas le même cépage. C'est pas le même cépage. En Alsace, qu'est-ce que vous avez? Le Gewürztraminer, exactement. Sylvaner, bien sûr. Ouais. Celui qui est plus fruité, là, il y a le Pinot Gris. Pinot Gris, on a le vin pour les Allemands. Voilà, on a le vin de glace aussi qui est sympa. Ça. Le vin de glace. Ah là là, on va le faire revenir, les amis. Charles, dans petit vin entre amis. Voilà, petit et on va se régaler. J'ai l'impression que dans ce qui t'a plu dedans, il y avait quand même une résonance par rapport au style de montre que tu aimes. Tu as parlé de simplicité. C'est vrai qu'on a un cadran, moi je trouve, qui est vraiment réussi, pour le coup. C'est pas ma montre, hein, donc forcément on s'en fout un peu de ce que je peux dire. Oui, mais moi j'avais bien aimé cette approche des index horaires en tout petit qui sont vers le centre de la montre et avec une intégration de la date qui est souvent difficile, je trouve, sur une montre, qui là est très bien réussie. En fin de compte, c'est la simplicité, j'ai envie de dire. Ils ont mis ce qu'on avait besoin, donc des index qui sont traités en superluminova, qui sont plutôt simples, hein, qui éclairent bien dans la pénombre. Ouais. Le fond noir, on n'aime pas les fonds noirs. Moi, je sais que je préfère les fonds foncés que les fonds clairs. Tu nous parles du cadran, parce qu'il y a le fond qui est quand même assez caractéristique aussi, qui est bien travaillé. Bien travaillé, c'est le Mont Avro qui a été stylisé sur le fond de boîte. Ouais. Surprenant, elle est étanche à 100 mètres. Donc avec une couronne vissée. Couronne vissée, tout à fait. Tu peux la dévisser? Oui, bien sûr, tu peux la dévisser. Elle se dévisse, les amis. Ouais, se dévisse. La couronne est très sympa, blague à part. En fait, c'est plein de petits détails. Mis bout à bout, on voit quand même que ça a été réfléchi, pensé. La texture de la couronne, c'est un peu diamanté. Sur la face de la couronne, on a les dolomites qui sont gravés. Alors c'est très subtil, mais c'est très bien fait. Ouais. C'est une couronne pour le coup qu'on voit rarement, mais qu'on a vu sur la chaîne il y a
quelques semaines, les amis, souvenez-vous Xavier avec sa Raketa TU-160, une fusée, la première montre russe qui était passée dans Petite Montre entre amis. Je ne suis pas sûr que tu l'aies vu encore cet épisode. Et effectivement, qui a une couronne, alors qui est plus proéminente, mais qui a Une texture. ouais, une texture, un travail, effectivement, pour l'attraper qui est assez pratique et sympa. Les index cardinaux, Oui. ils sont aussi bien flashy en termes de traitement. Oui, tout à fait, oui, assez flashy, dans une teinte de bleu. Ouais. Ils font le job comme les aiguilles. C'est ni trop ni pas assez, je dirais. Ça, c'est pas la lampe torche comme une Panerai, justement. Ouais. Est-ce que moi j'ai envie d'y voir, je ne sais pas si c'est le cas, il y a une sorte de boussole aussi quand même, avec c'est les aiguilles fantômes ça, hein, avec tout à fait. Après, je pense qu'ils ont voulu faire un style comme ça, parce que c'est chez Econeutra, toutes leurs montres sont dérivées c'est la montagne en fait. Le mont Avro est un mont des Dolomites. Ils ont une autre montre qui est la Cortina, c'est pareil. C'est axé sur la montagne, sur l'escalade. Donc, mais pourtant, ils sont installés entre Padoue et Venise, donc c'est pas vraiment la montagne à cet endroit-là. C'est quand même pas très très loin. Hein. Ah oui, mais attendez, à ce rythme-là... C'est à 100 bornes. Hein. Ouais, 100 bornes, t'exagères un peu. Hein. Mais les fondateurs de cette maison sont deux jeunes, ils sont passionnés de montagne, et je pense que c'est là que c'est venu leur nom aussi, hein, l'écho dans la montagne. C'est cette neutralité en même temps, de faire quelque chose de neutre. J'avoue, hein, j'assume qu'elle a un design un peu atypique. C'est un peu de la sobriété que tu recherchais aussi. Alors. La sobriété, mais j'aime bien les complications dans les montres aussi. Et on va avoir une petite moon phase, bon, c'est sympa. Certes, on n'en a pas besoin, mais c'est quand même sympa de voir ce croissant qui grossit jusqu'à la pleine lune et puis qui va décroître jusqu'à la prochaine lune, quoi, en fait. C'est sympa aussi. Il va nous dire que c'est important pour les vendanges. Là, il y a évidemment le calendrier lunaire pour tout ce qui est agricole. Tout ce qui est agricole, c'est important. Bien sûr que c'est important, les amis. Tout ça, c'est essentiel. Donc pour un Alsacien, puisque donc tu es d'Alsace. Je suis d'Alsace. Voilà. Donc forcément, on aime le vin et la bonne bouffe dans cette belle région, comme nos amis italiens d'ailleurs, pour le coup. Avant qu'on te challenge un petit peu sur l'adjectif qui pour toi caractérise le plus cette montre, qu'est-ce qui te séduit le plus quand tu la regardes comme ça? Alors évidemment, on fait abstraction du bracelet parce que c'est pas celui qui était fourni avec la montre, mais si tu devais ne retenir qu'un détail, ce serait lequel? Pour le fun, tu peux en citer plusieurs, mais globalement, vraiment, qu'est-ce qui fait la caractéristique de cette montre? C'est un ensemble, mais si tu devais retenir qu'une chose. C'est un ensemble, mais là, je trouve qu'ils ont le plus travaillé. C'est la chose qu'on voit le moins, c'est la couronne, justement. Parce que tu as la texture, mais sur la face principale de la couronne, il faut la regarder avec une loupe d'horloger 1x10. Il y a un sacré travail. Une chose que les gens ne remarqueront peut-être même jamais. C'est ce que je vais regarder. Tu as une loupe, toi? J'en ai une à la maison. Ouais, voilà, donc dès que tu achètes une montre, tu l'as... Elle est passée à la loupe. Ah oui. Ça, franchement, si vous n'en avez pas, ça coûte 3 fois rien. Vous pouvez acheter une chinoiserie, vous pouvez acheter du fabriqué en Suisse, vous pouvez acheter des trucs d'horloger, une technologie absolument magique avec différents types d'éclairage à l'intérieur de la loupe. Ça, c'est vraiment sympa. C'est un truc que je vous conseille de faire parce que ça permet de découvrir plein de choses. Parce que là, pour le coup, moi, je l'ai préparé un peu, cette émission. C'est quand même la moindre des choses. Hein. Charles fait le déplacement, il vient me voir, etc. Il y a plein de choses que là, à l'œil nu, malgré mes lunettes progressives, il faut vraiment que je progresse parce que j'arrive pas à lire ce que j'ai vu lorsque j'ai fait les prises de vue et sur les photos en grand. C'est la première fois que tu achetais une marque confidentielle, jeune, récente, qui de fait a une notoriété qui est faible. On espère qu'elle sera plus grande, bien évidemment. C'est ma première expérience à double titre, d'abord pour une jeune marque et en plus sur Internet sans l'avoir vue. C'est une double expérience. Bon, après, qu'est-ce que tu en ressors alors de ça? Il faut oser en fait. Il faut oser parce que moi je suis un passionné d'horlogerie, sinon je ne serais pas là et je me rends compte plus ça va que l'horlogerie est bouffée par deux grands groupes et une grosse marque.
et qu'il y a des tas de personnes qui réfléchissent, qui investissent, qui veulent nous faire plaisir en fait, hein, parce que c'est pour nous, hein, ils ne les font pas pour eux. Enfin, et on a quand même des petites pépites. On a quand même beaucoup de jeunes marques en France aussi, il faut le dire. Oui. Je ne sais pas si on peut citer des marques. Ah, mais tu cites qui tu veux. Il y a Baltic, il y a Akron, il y en a plein. Il y a Beaubleu. Il y a plein de marques, mais qui n'ont pas de visibilité parce que étouffées par des marketing. Alors, je crois qu'ils ont un... Il y en a certaines qui sont venues. Tu parlais de Beaubleu, qui est venu dans Start-Upper. On a eu BRM. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Là, on est vraiment sur un fabricant, Riskers, Sidewatches, Charlie, etc. D'autres vont venir. Si vous voulez venir, les amis... J'en ai oublié plein, mais... J'en ai oublié plein, je suis désolé, mais... c'est vrai qu'il y en a plein et on leur laisse... ils n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir, ni le succès qu'ils devraient avoir. Moi, je peux parler que de celle que j'ai achetée, qui est la Econotra. Je trouve qu'elle a à la limite plus sa place que des montres que tout le monde s'arrache à l'heure d'aujourd'hui, qui sont dans le même budget. Ouais, voilà. Mais alors attends, ça pose justement, je savais qu'on allait arriver sur ce sujet-là, ça pose la question finalement de qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce qui t'intéresse dans une montre. C'est-à-dire quand on regarde les spécifications de celle-ci, on a de l'acier 316 qui est utilisé par 99,9% des marques horlogères. Ils font fabriquer ça par des partenaires et des fournisseurs suisses qui sont peu ou prou les mêmes fournisseurs que tout le monde. Donc en fait, pas que tout le monde. Tu as quand même un certain nombre de marques. Il y en a plein. L'objectif, c'est pas de les citer ou pas. Qui sont quand même dans une logique où ils fabriquent eux, ils se déploient eux, etc. Mais quand tu es une jeune marque, ton problème, c'est que tu n'as pas d'atelier, tu n'as pas de machine, tu n'as pas d'investissement. C'est-à-dire que tu as des relations de partenariat avec tout un tas de fabricants. Est-ce un problème? Justement, non. Ce n'en est pas un. Donc, il faut quand même laisser du temps et des opportunités à ces jeunes marques de se développer, parce que forcément, ils ont démarré quand, nos deux amis italiens? Oh, ça doit faire un an et demi, 2 ans. Un an et demi, 2 ans. Ouais. Donc, avec 2 ans d'expérience, vous ne pouvez pas décemment... espérer avoir la même notoriété, la même part de voix, la même puissance de marque qu'une autre marque qui est bicentenaire ou qui a ne serait-ce que 30, 40 ou 50 ans. Et là, pour le coup, les amis, je m'adresse à vous, les distributeurs. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, je vous comprends. Votre objectif, c'est d'avoir des montres en stock que la clientèle qui rentre dans votre point de vente veut vous acheter. Et pour que ça arrive, il faut que la marque ait des moyens publicitaires colossaux, ce qui n'est pas le cas avec ces marques, d'où le développement avec Kickstarter, qui est une bonne chose, parce que honnêtement, il n'y aurait pas Kickstarter, il n'y aurait pas de jeunes marques. Kickstarter ou d'autres, Ulule, etc., il n'y aurait pas de jeunes marques. Ça serait impossible d'aujourd'hui de créer une marque de A à Z sans passer par des c'est impossible, alors il faut lever des fonds, mais là c'est compliqué. Ouais, c'est crowdfunding, c'est pareil, il faut lever des fonds et... Là, c'est carrément les passionnés qui vont investir les premiers sur un nouveau produit. Puis ce qui est intéressant aussi dans une jeune marque comme ça, c'est d'avoir aussi une montre qui sort un petit peu des sentiers battus, j'ai envie de dire. Celle-là, je ne vais pas la croiser sur le poignet. Si je prends, tu veux de la donner un petit peu? C'est pas me la donner, mais il y a quand même des marques on voit que ça. Et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Puis c'est sympa aussi quand quelqu'un dit « Ah, elle est sympa ta montre, c'est quoi ?» On peut expliquer. Parce que ça, c'est la force de ces jeunes marques. C'est un moyen de communication entre nous. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir. C'est parce que parce que tu connaissais pas la marque et que tu es intéressé justement par... voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous le savez que tout le monde est le bienvenu. Le sujet, c'est la discussion avec Charles. Sa montre, elle me plaît, elle me plaît pas. En fait, c'est complètement secondaire. Il s'avère que moi j'aime bien, et j'aime bien l'idée que justement, quand vous savez que je suis entrepreneur, quand vous n'avez rien à défendre sur un marché, vous êtes libre de tout ce que vous faites. On ne va pas vous reprocher chez Econotra de faire un modèle de telle ou telle sorte. Par contre, quand vous vous appelez Audemars Piguet et que vous lancez la code 1159, tout le monde vous dit c'est tout moche, c'est tout pourri. Alors honnêtement, c'est juste quand même une tuerie en termes d'investissement, de design, de choix, de radicalité et d'oser. Et pour autant, le marché a super mal reçu le fait qu'une marque comme ça se décide d'être aussi innovante. Donc quand on n'est pas innovant, on est critiqué. Quand on est innovant, ça ne plaît pas. Le truc qui est sympa avec ces jeunes marques, c'est qu'en fait, elles innovent, et puis si ça plaît, c'est bien.
Et puis si ça plaît, ils relancent des modèles. Il y a une autre collection quand même chez Eco, ouais. oui, ils ont une gamme qui s'appelle Cortina. Pareil, c'est un mont des Dolomites qui s'appelle Cortina. Ils ont un chrono, un en acier Ouais. et un en bronze aussi. Ça marche très fort le bronze en ce moment. Et T'aimes bien ça? Faut voir en vrai. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de tester une montre en bronze justement. Laquelle? La Tudor, la Black Bay, ce qui est Ouais. une nouvelle boutique qui est ouverte au Champ, là, aux Champs-Élysées. Et alors, comment t'as... Et ben franchement. Donc attends, Black Bay bronze, c'est une 41 mm. Non, 38. Ah bon? C'est une 58. Ah, c'est une 58 bronze. Ok, voilà, pardon. 58 Oui. bronze, mais intégralement bronze et qui est vendue exclusivement dans les boutiques Tudor. Tu l'as pas ailleurs. Voilà. Ouais. Et alors? Et alors, ben, j'étais surpris par le contact, par le toucher en fait. C'est beaucoup plus sympa. Après, bon, bah, comme c'est du bronze, ça va vieillir différemment selon qui la porte en fait. Selon l'acidité de sa peau, selon ce que tu etc. transpires, si tu te baignes en mer avec. Donc, il faut voir dans le temps. C'est une question de mode, pour l'instant ça marche, mais personnellement j'aime beaucoup, ouais. C'est très très sympa. Aïe aïe aïe, ça y est, il vient avec une montre, il est déjà en train de se dire quelle est la suivante, mon pauvre Charles, ça va être très difficile. Ouais. Quel est l'adjectif qui pour toi caractérise cette montre? Alors écoute, Attends, tu y as réfléchi au moins? Ah oui, j'y réfléchis. Tu as fait 5 heures de bagnole. J'ai réfléchi depuis très très longtemps. Et c'est compliqué de trouver un objectif sans sans reprendre un petit peu son nom. Mais j'aime bien ce côté neutre, justement, ce côté neutre, ouais, et qui fait écho en moi. Tu vois, pour moi, ça résonne vraiment. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bonne punchline, les amis. Donc, on est d'accord. Quand toi, tu dis neutre, ça ne veut pas dire épuré, ça ne veut pas dire sobre. Ça ne veut pas dire discrète. Équilibrée. Voilà. C'est que pour moi, une fois de plus, c'est très personnel, mais pour moi, c'est assez équilibré. Parce qu'il y a plein de petits détails sur le cadran. L'aiguille des petites secondes, sur le bout des petites secondes, on a une alternance de rouge et de blanc. C'est une signification? C'est une signification, c'est le chemin de balisage du club alpin corse sur la randonnée qui va au Mont Avro, justement. Attends, le balisage du chemin? Tu as un chemin de randonnée, si tu veux. Tu as dit corse? Italien, pardon. Ah oui, Italien, tu as raison. Je me suis dit, attention. Italien, ils ont balisé, en fait, comme nous, en fait, les GR, sauf que c'est rouge, blanc, rouge. Voilà, ça c'est un petit détail. Tu as la hauteur du Mont Avro aussi qui est indiquée sur le cadran, mais là, je t'avoue qu'il faut de très bons yeux. Moi aussi, j'ai des progressifs et j'ai du mal à le lire. Mais tu as une loupe. Mais j'ai une loupe. J'en ai même deux, parce que tu as deux grossissements, tu vois, une en 3,5, une en 10. Donc là, on est dans le cas typique du design in Italy, build in Switzerland, quoi. Design italien, Swiss made. Swiss made. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a comme calibre dedans? Alors tu as un Cellita, qui est un dérivé d'un ETA de la série des 2800. Mais en version phase de lune. En version phase de lune et date. Ouais. Alors, chose qui est très sympa dans cette micro-marque, c'est que c'est les seuls qui mettent les tas de finition du calibre. Parce que dans tous les fabricants de calibre, que ce soit ETA, Cellita, tu as plusieurs niveaux de finition. Ouais. Souvent, c'est le premier grade parce que pour des questions de coût. Mais après, c'est les tirets. Voilà. Et là, par contre, c'est un grade élaboré. Ouais. Donc, c'est le tiret 1. Voilà. Après, c'est le Cosquet. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai remarqué. Et c'est écrit en français. Ouais. Alors, pour le coup, c'est normal, ma foi. Nos amis suisses sont quand même beaucoup dans l'horlogerie, plutôt côté francophone que côté, on va dire, alémanique, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que tu as déjà ouï dire d'une marque suisse, mais côté de la Suisse italienne? Tu vois, il y a des marques très connues, là-bas, vers Zurich, etc. Pense à IWC, par exemple. Oui, voilà. Puis après, c'est plutôt le bassin de Genève, tu vois. Italienne, non? Italienne. C'est pas une question du quiz. Hein, non, mais en marque italienne, comme tu disais, il y a Panerai, il y a. Après, bon, c'est des marques plutôt de bijoutières, Gucci, etc. Mais en italienne pure, non, j'en ai pas à ma connaissance. Suisse italienne. Suisse italienne, Victorinox peut-être.
Pourquoi? Ils font des montres aussi. Ouais, et Victorinox, c'est suisse italien, ça. Bah, Peut-être, pourquoi pas. Peut-être. Hein, Vous vous souvenez, les amis, de cet épisode sur une Victorinox officier. Ouais. Là, on remonte au moins il y a 2 ans. Mais je crois qu'on était dans les 10 premiers épisodes en de italien, Petites Montres entre amis. En italien, non, j'ai pas de marque comme ça de montre qui me vient. T'en sauras plus tout à l'heure, alors. Sûrement, Qu'est-ce que t'en sûrement. penses? Bah, sûrement, j'attends ça avec impatience. Donc, cette montre-là, depuis que tu l'as, elle n'est Oui. pas prise en défaut, tu la portes souvent. C'est mon T'as vu, délire. on entend les sifflets, hein, ils viennent te chercher. Voilà, Ouais. t'es sûr que c'est moi? Les amis, on enchaîne sur la séquence, bien sûr. Souvenir. Tiens, je te rends celle-ci. Je suis bien déçu de ne pas l'avoir mise, mais ma foi, ça me permet de récupérer cette. L'avez-vous déjà vu, Omega Genève, voilà, avec un boîtier format coussin. Et pour le coup, c'était une photo que j'avais utilisée pour montrer que, à tous ceux qui se posaient la question, non, ce n'est pas un bracelet Oyster, c'est un bracelet Omega. Vous voyez, ce type de bracelet, c'est pas forcément Rolex. Vous voyez, je le redis, ou si vous n'êtes pas sûr, allez voir le stand-up que j'avais fait sur la Zenith El Primero Chronomaster Sport, qui était tant décrié pour, paraît-il, ressembler à une Rolex Daytona. Franchement, là, je vous prête mes lunettes si vous trouvez que ça le ressemble, parce que c'est vraiment pas le cas. Quel âge as-tu? 48. Pas mal. Bah. Oh, le mec, il doit réfléchir comme un malade. Pour la montre de ses 50 ans, on va se régaler. Restez avec nous. Comment t'es venu aux montres? Depuis tout petit, je voulais toujours des montres. J'ai toujours aimé ça. Je voulais en faire mon métier, même à la base. Et, horloger? Je voulais faire horloger. Et j'ai écouté mon papa qui m'a dit la montre n'a aucun avenir, puisque Swatch était en train d'envahir le monde. Il m'a dit non, c'est le quartz. Tes montres mécaniques, laisse tomber, fais autre chose. Donc j'ai fait autre chose. J'ai fait prothésiste dentaire. Qui m'a... Tu as bossé dans la céramique quand même, hein? J'ai bossé dans la céramique, tout à fait. Et par contre, ça exerce l'œil à avoir des détails, en fait, ce métier. Et c'est pour ça, je crois que j'aime les montres. Je vois toujours les petits détails, quoi, les choses que personne ne voit ou fait attention. Et c'est ce qui, pour moi, fait un petit peu la différence. Donc, ça veut dire que tu en as un souvenir donc, au moment où tu avais des choix d'orientation professionnelle à faire. Oui. Donc, tu étais mineur, on va dire, à l'époque. J'avais moins de 18 ans. Oui, j'avais 15 ans et demi. Ouais, voilà. Et à quel moment tu as franchi le pas de l'heure comme étant une information essentielle pour son organisation quotidienne à un truc qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à nous faire rêver, à nous faire réfléchir, à nous faire regarder le monde différemment, et donc de fait, qui est quand même essentiel à notre quotidien. Tu te souviens de ce passage? Ben oui, mais d'abord parce que je suis né dans une gourmandise, mon papa était pâtissier, donc 4h30, 16h30 si tu veux, c'était un horaire qui était intéressant parce que c'était des gâteaux. Donc, et oui, une montre, ça sert aussi à te dire l'heure du goûter, tu vois. Et puis moi, à mon époque, je pense que c'est toujours pareil aujourd'hui, à l'école, les heures étaient sonnées, donc on marquait bien le temps. Et mon papa aime bien les montres aussi, il avait une jolie montre qu'il a toujours. Donc à chaque fois que tu regardes ta montre, le mec il se dit putain j'ai une éclair au café qui va arriver. Exactement. Ou alors un Dunkin Donuts là, vivement. Je pense que la montre, alors aujourd'hui c'est quelque chose d'irrationnel parce qu'on n'a plus besoin d'une montre pour avoir l'heure, tu le dis suffisamment dans tes vidéos, on a le téléphone portable. C'est pas parce que je le crois que tu es d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais par contre ça amène de la poésie. D'abord la conscience du temps qui passe, cette petite aiguille de trotteuse qui soit comme un quartz qui est saccadé, soit qui est très fluide, ça nous montre que le temps, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui tourne. Et c'est ce que j'aime aussi dans les phases de lune, c'est très romantique, très poétique, ça nous montre un petit peu le temps et nous, où on est et où on se situe dans ce temps. Voilà. Les amis, si un jour j'étais amené à disparaître, je crois que dans la shortlist des animateurs de Petites Montres entre amis, il faudrait imaginer avoir Jacques, on a presque le même âge, la même morphologie, et on est souriant, hein? Bah oui. Et oui, c'est beau ça. Alors, tout ça c'est bien, mais quand même, mais en termes de montre, tu vois, parce que c'est bien, il essaye de m'embourber, mais il m'a pas répondu.
Donc, tu as démarré avec quoi? Ma première montre, alors Ouais. j'avais demandé à mon anniversaire, je devais avoir 7 ans, 8 ans, Ah, attends, non, à mais ma non, pars grand-mère. pas en arrière. Je parle du passage. Le Ah, passage, ce tu qu'il vois, qu'est-ce qui passe de. Tu passes d'un outil qui sert à quelque chose à un truc qui ne sert à rien. Pour moi, c'est indispensable. Enfin, je ne me verrais pas le matin. Oui, mais laquelle? Parce que là, c'est pas la seule que tu as. Non. Donc la première de toutes les autres que tu as, c'est laquelle? La première, c'était une petite Casio Ouais. à quartz. Et ma grand-mère m'avait acheté une montre à aiguille, elle était obligée de la ramener à la bijouterie. C'était pas ce que je voulais vraiment une montre très de mon temps, enfin, quand j'étais gosse. Ouais. Et elle était là changée, elle m'avait ramené cette petite montre à quartz, j'étais Ouais. tout content. Ouais. Mais et après j'en ai eu plein en fait. Après ça s'est jamais arrêté. Donc ça, c'était à quartz. Quartz, D'accord. ouais. Mais la première mécanique qui justement cherchait à te faire rêver. Et ben c'était une Bocha que je t'ai amenée, une Bocha automatique Ouais. de plongée que j'ai achetée quand j'avais 16 ans, donc avec quasiment mon premier salaire d'apprenti. Ouais. Je l'ai toujours, elle fonctionne toujours très très bien. Et puis, Donc toutes tes montres, tu les as conservées? pas toutes, j'en ai eu pas mal quand même. Il y en a que je regrette d'avoir vendu, d'autres que je regrette d'avoir acheté, que j'ai vendu, mais ça c'est les expériences. Hein. Ouais. Parce que des fois il faut les porter aussi pour se l'approprier. Et quand t'aimes plus, tu vends? Ben oui, parce que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, Mais jamais tu te dis j'aime plus aujourd'hui et je réaimerais demain? Ah ben ça on l'apprend avec le temps, tu vois. Ah. Ça on l'apprend avec le temps. Mais oui, puis il y a des fois des moments dans la vie aussi où ça se passe pas toujours comme tu veux, et puis tu vends, et puis après tu regrettes. Tu regrettes, et puis après oui. tu rachètes, c'est pas grave. Ah oui, oui, mais attendez les amis, le nombre que tu as dû voir, Charles, hein, qui sont venus sur le canapé pendant l'émission ou alors après, qui disent je l'ai vendu, je regrette. Ah, j'ai une Jaeger reverso, tu vois, que je regrette amèrement d'avoir vendu, mais c'est pas grave. Eh oui, c'est la vie. oui, puis tu en retrouveras une plus belle. Et un jour, tu retomberas dessus. Exactement. Et tu vas passer à la caisse. Exactement. Mais c'est le jeu. C'est aussi simple que ça. En parlant de jeu, quelle superbe transition. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, il est excité comme un dingue forcément parce qu'il sait qu'il y a la casquette à gagner. Là, c'est la première fois, sauf si, évidemment, ma mémoire me trahit, les amis, qu'on fait un quiz sur une jeune marque, et c'est pas simple, parce qu'en fait, il n'y a quand même pas beaucoup d'infos, sauf sur le site de la marque, et là, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu trop facile? Donc, j'ai essayé de densifier le truc pour quand même qu'on passe un bon moment. Alors, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, à quoi correspond l'inscription 2649 MSLM sur le cadran de ta montre? Réponse A, le sommet des Dolomites. Réponse B, le sommet du mont Avero. Réponse C, le vainqueur du Tour d'Italie 1956, dont la longueur était de 2649 km. Eh bien, il s'agit de la hauteur du mont Avro. Réponse B. Réponse B? Oui. T'es sûr? Certain. Tu veux pas y réfléchir? Même pas. Bonne réponse, les amis. Alors, c'est vrai que c'est un peu facile parce que il a donné la réponse pendant l'enregistrement. Je n'allais pas modifier la question à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est la hauteur de ce mont. Les Dolomites, par contre, les amis, c'est 3343 mètres. Voilà. Et ça aurait pu être la réponse C, quand même, hein, puisque 1956, c'est la date à laquelle la ville de Cortina a accueilli, la station de ski, Cortina d'Ampezzo, exactement, a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1956. Qui d'ailleurs les accueillera également en 2026 avec Milan pour de nouveaux jeux. C'est pas mal du tout. Hein. MSLM, ça veut dire, pardonnez-moi les amis italiens, metri sul livello del mar. Donc évidemment, les mètres au-dessus du niveau de la mer, 2649 mètres. Et ouais, 1-0, il se rapproche de la casquette et vous savez... Lorsque, dans le foot italien, une équipe marque en premier, c'est toujours très difficile de revenir au score. Alors,
sauf en 2000 pour les footeux qui ont des bons souvenirs comme moi sur le sujet. L'autre collection Econeutra doit son nom à... L'autre collection, pardonnez-moi, Econeutra Cortina, doit son nom à l'un des fondateurs de la marque, fan de voitures de sport, possédait une Lotus Cortina. Certina était déjà pris. Cortina est une station de ski dans les Dolomites, les Alpes italiennes. Ma réponse B, station de ski dans les Dolomites italiennes. Alors, la réponse B, c'est Certina était déjà pris. Pardon. Ah, attends, là j'appelle Gennaro, le fameux Station de ski, juge, l'impérial de Jeux sans frontières. Qu'est-ce qu'il me dit? Il s'est trompé de lettre. Oui, mais il a quand même donné la bonne réponse. Ouais, bon, ok, ça marche. Et oui, ça, c'est les aléas de l'enregistrement. Pour documenter la première question, je parle de la question 2. Que voulez-vous, c'est comme ça. Effectivement, la Ford Lotus Cortina a existé. Hein. C'était une Ford avec un look de Ford, mais à l'intérieur, il y avait un moteur Lotus, une tuerie. Tous les fans de rallye et d'auto anglaise des années 60 adorent cette bagnole, qui est honnêtement pas ce qu'il y a de plus joli comme auto, mais c'est un moteur Lotus qui déchire grave. Certina, belle marque suisse, un peu endormie, on n'en parle pas trop. Quand est-ce qu'il y a une Certina sur la chaîne? C'est quand même pas possible, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est endormi en France, surtout. Mais en Suisse, c'est autre chose. Ah, alors, c'est endormi en France, ben oui, mais ça, c'est... tu as tout un tas de marques. Ils sont très puissants dans les pays nordiques, parce que historiquement, ils étaient bien implantés, avec leur modèle et leur façon de faire historique DS, double sécurité. Franchement, en 1880 ou 90, les frères Kurtz qui ont créé ça. Voilà, ça aurait pu avoir une trajectoire similaire à d'autres marques, mais eux ont beaucoup souffert du quartz. Et effectivement, derrière, c'est dur de rebondir. Alors, tu mènes 2-0. C'est pour ça que quand même, j'avais réfléchi au fait de ne pas être trop sympa avec ces deux premières questions. Enfin, je l'étais, et de ne pas l'être trop avec la troisième. Hein. Alors, cherchez l'erreur parmi ces marques de montres italiennes. Là, t'es calmé. Là, hein. Voilà. Réponse A, Bianchi. Réponse B, Mazzoli. Réponse C, Anonimo. Alors Bianchi, non. Anonimo, j'ai un doute là. Alors, cherchez l'erreur. Hein. Je t'ai donné 3 noms de marques. L'une n'est pas italienne. L'une n'est pas italienne. Donc Bianchi, tu n'y crois pas? Bianchi, oui. Bianchi n'est pas italien? Mazzoli, il est italien ou pas? Il me semble que Bianchi, c'est à Marseille, c'est chez nous, ça. Mazzoli? Non, ça, j'y crois pas. Anonimo? Non plus. Donc, quelle est ta réponse? Bianchi. Oh, il est bon, le Charles. Et oui. Alors, pour le coup, tu vois, Jacques Bianchi, c'est un horloger, effectivement, de Marseille, qui a un petit peu plus de 80 ans aujourd'hui, et qui, fin des années 70, début 80, a lancé un modèle de plongée qu'il a fourni d'ailleurs en dotation aux plongeurs de l'armée. Par ailleurs, il était horloger, il faisait de la restauration, de la rénovation, de l'entretien, des montres de dotation militaire des plongeurs. Il est de Marseille et la marque a été relancée il y a un an, il y a pas très avec longtemps, je ne sais pas s'ils sont relancés sur Kickstarter ou une plateforme comme ça, etc. Mais les premiers modèles ont été livrés et il y en aura probablement une sur la chaîne qui va bientôt faire son apparition. Et c'est les équipes de Matt Watches, Mer Airter, qui ont relancé cette marque avec un modèle pour le coup automatique qui reprend vraiment les codes de l'époque à des tarifs qui sont plutôt satisfaisants. Donc effectivement, tu n'es pas tombé dans le piège du Bianchi. Que voulez-vous? Ça fait quoi ça? Ça fait que, bien sûr, un tonnerre d'applaudissements les amis, et que tu repars avec une superbe casquette d'Ali Chouf. Je te remercie beaucoup, Xavier. Tu pourras te couvrir la tête sur l'hiver en Alsace. Les amis, on enchaîne avec la séquence suivante. Là, pour le coup, c'est la séquence surprise où là, je vais te présenter
un modèle de montre. Ouais. Et là, c'était facile pour moi. Et oui, une marque italienne, peu connue, mais moi qui m'avait interpellé lorsque je cherchais une montre pour mes 40 ans. Finalement, je ne suis pas allé sur ce modèle-là, qui était pour moi un petit peu trop gros. Il s'agit d'une Giuliano Mazzuoli Manometro. Et oui, en 45 mm. On a l'impression d'avoir le manomètre de pression d'huile ou d'une bonbonne quelconque. C'est absolument superbe et c'est sorti en 2005, figurez-vous. Donc à une époque où il n'y avait pas de Kickstarter. Kickstarter a été lancé en 2015. Il n'y avait pas d'Instagram, lancé en 2010. Il n'y avait pas de Facebook, lancé en 2009. Il n'y avait absolument rien. C'est une autre époque, un autre monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc là, on est dans une config où Charles, il est devant un magazine et il voit cette montre. Pour le coup, je ne savais pas que tu étais un fan du style quand même épuré, sobre, neutre, lisse dans le bon sens des choses. Franchement, on s'y retrouve avec ce cadran. Moi, franchement, j'adore. J'adore parce que j'adore l'automobile. Et là, ça me fait penser à une vieille italienne, peut-être des années 30 ou 40, avec ses vieux manos. Il y a un petit côté industriel, look industriel. Mais non, franchement, elle est très belle. Et puis, 45 mm, avec ton poignet de poulet, tu vas faire comment ? En fait, il faut essayer. Hein. Moi, je dis qu'il faut essayer. Après, c'est dans la tête. Hein. Bon, après, c'est sûr que si c'est un pare-choc... mais de toute façon, attends, il n'y aurait pas de marché pour les grosses montres. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les montres soient grosses parce que tout d'un coup, les poignets des gens ont grossi. Hein. C'est que simplement, il y a un marché pour des grosses montres, l'envie d'avoir quelque chose de plus important, de moins discret, peu importe les raisons. Tu vois ? Donc là, même si tu as un petit poignet... Ça ne me dérangerait pas personnellement. Why not ? C'est quoi ta plus grosse montre ? J'ai une Black Bay Steel and Gold, elle fait en 42 je crois. 41 ? 41. Ah oui, 41. 41. Ouais. Là, t'es à plus quand même. Hein. Là, on est à plus. 45. Bon, après, il y en a une qui me trotte dans la tête, mais on en parlera, je pense, plus tard, qui est assez imposante, du moins en largeur. Ouais. Mais, Parlons, restons sur celle-ci. Toi, t'aimes bien le design ? Parce qu'il y a un petit côté industriel que j'aime bien, justement, un peu mano de pression, de machine à vapeur ou de voiture, tout simplement. Elle existe en plusieurs versions. Là, elle est en poly miroir, elle existe en satiné, cadran de différentes couleurs. Il y a quelques séries limitées. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est d'amener une marque moins connue, peu connue. Pour autant, Giuliano Mazzuoli, c'est un très très grand designer italien qui a démarré dans les stylos. D'accord. C'est sur un autre site internet que celui des montres, avec un fameux modèle qui s'appelle Mocha, et qui est venu aux montres petit à petit, qui a sorti ce modèle-là en 2005. Et quand on le regarde, là c'est mon avis à moi, je voudrais le confronter avec le tien, là en fait, je me suis dit, tiens, mais puisqu'on va parler d'une marque toute récente, toute jeune, kickstarterée, bootstrappée, peu cher, machin, etc., pas de mauvaise qualité, j'ai dit peu cher, donc accessible en termes de prix. Là, en fait, on a, pour moi, le même concept, mais il y a quasiment 20 ans. Avec un designer, comme il y a un designer chez Econotra, et je me suis juste dit, mais aujourd'hui, une marque qui sortirait un modèle de montre inspiré d'un manomètre, on lui dirait... c'est super cheap, etc. Et c'est là où, pour moi, le sujet de discussion, c'est oui, mais attends, une montre, comme dans tout objet ou comme toute démarche artistique, oui, mais ça dépend quand ça a été fait et est-ce que celui qui l'a fait, c'est un des premiers à l'avoir fait. Sinon, c'est extrêmement simple, si ce n'est simpliste. N'oublions pas que tout ce qui paraît simple est loin d'être simple à penser. Hein. C'est pour ça que je parlais du parcours de designer de Giuliano Mazzuoli. Moi, j'aime beaucoup le 12 en rouge, avec les 8 des secondes, pareil, qui est en rouge. Je trouve que c'est magnifique. Le cadran un peu crème, ivoire, comme ça, c'est vrai que ça fait un petit côté vintage, authentique. À la limite, ce qui pourrait... Pour ça que j'ai choisi de te présenter celle-ci, et non pas un cadre noir, puisque tout à l'heure, tu disais que tu préférais cadre noir. En fait, j'ai choisi celle-ci parce que finalement, les manomètres de l'époque, oublions qu'ils aient patiné, ils étaient écrus. Tout à fait, oui. Maintenant, ils sont un peu crème, tu vois, donc on est vraiment dans ce style. Qu'est-ce que tu penses de cette intégration complète du bracelet ?
Bah, ça va avec, hein. Là, j'imagine très bien quelle voiture je pourrais avoir pour la porter. Une Morgane Freewheeler, par exemple, une Morgane 3 roues, là. C'est la montre géniale pour aller avec, quoi. Ah, c'est bon ça. Mais C'est tu pourrais quand même essayer d'imaginer une vieille Alfa ou une une vieille Lancia quand même. vieille Parce que Lancia, ouais, tout à fait, mais une vieille italienne Morgane, c'est pas la même météo quand même qu'en Italie, quoi. Hein. ouais, mais c'est très roots. Je m'imagine bien les balades dans les Dolomites, là, les petites routes de montagne. Ouais, là, ouais. Si on regarde les specs, tu vois, acier 316, c'est la même chose que avec Onetra. ETA 2824-2, donc finition haut de gamme, sans être cosque. Chez ETA, donc on va dire équivalent le SW200-1 de chez, vous me dites si je me trompe les amis, bien évidemment, on est sur un espace de partage, on partage qu'on aime, et donc moi j'ai pas la science infuse, loin de là. Il n'y a pas un truc qui te marque là sur toutes les infos que tu as? Le prix? Ça pique un peu, je trouve. Ah ouais? Je pensais que tu allais dire c'est bien placé. Bah, si je compare à ce que j'ai à mon poignet, qui a des caractéristiques similaires. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu n'achètes jamais rien. Je suis d'accord, mais une fois de plus, il faut voir en vrai. Mais le prix n'est pas déconnant. Enfin, quand on voit ce qu'il y a sur le marché, je pense que c'est bien placé. Je serais peut-être plus parti sur un modèle Satiné perso, mais moi, franchement, elle me plaît bien. Il y a un modèle chronographe, avec les deux sous-cadrans qui sont dans l'axe de la couronne. Tu fais, quand tu es au volant comme ça, dans ton volant Momo, là, etc., tu fais comme ça, là, tu as le truc qui sert à rien non plus, mais c'est pas grave, mais qui est quand même intéressant. Ça veut donc dire, dans ce que tu dis là par rapport au prix, moi je pensais que tu allais me dire, ah ouais, c'est bien placé par rapport à d'autres modèles, d'autres marques, plus mainstream, d'accord, où on sait que dedans il y a du 28-24 ou équivalent, et on est à 3005, 4000, 4005. Et en ce sens, finalement, tu rayes du système le fait que là, tu as un designer historique qui a pensé à ça il y a 17 ans. Bah en fait, si j'ai dit ça, c'est parce que je te chauffe. Hein. Ouais, non, mais on est là pour ça. Hein. Moi, si je dis ça, c'est par rapport à ce que j'ai à mon poignet aujourd'hui et par rapport au prix qu'elle a coûté. Donc, je fais un comparatif. Après, la marque, elle est là depuis 25 ans, donc elle est plus établie. Les procès de fabrication ne sont pas les mêmes. Ouais, mais j'étais pas sur ce point-là. Parce que là, je pense qu'on est clairement sur du, tu vois, Manometro Swiss Made. Là, c'est vraiment design italien Swiss Made. On a eu Fabien Chetzen de Radeon Watches, c'est du Belgian design Swiss Made. Là c'est pareil, mais là tu as un designer qui a bourlingué, qui est très connu, ses stylos sont au MoMA à New York, donc c'est pas n'importe qui, et finalement tu ne mets pas vraiment de valeur à ça. À ce rythme-là, Picasso, c'est jamais que des croûtes avec de la peinture et de la gouache dessus. C'est quand même super cher. Hein. Je dis pas que j'ai pas de la valeur, mais bon, après, c'est vrai que c'est une impression. Enfin, on l'a pas en vrai, quoi. Je me base sur ce que je vois sur du papier, en fait. Ouais. Mais quand tu feuillettes un magazine, tu vois, voilà. Est-ce que tu vas aller voir quand on aura fini là? Bah pourquoi pas. Non, mais ça me choque pas. Je la trouve plutôt très sympa. Elle est très marquée. Et puis c'est marrant parce qu'elle a la couronne à 2 heures, je trouve. Elle a une couronne qui a d'une bonne préhension aussi. Ça a l'air assez sympa. Franchement, je la trouve très sympa. Pourtant, tu vois, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je porte ou d'autres montres que je peux avoir, mais c'est justement parce qu'elle est différente des autres aussi que j'aime bien. En France, je ne voudrais pas dire bêtise, mais il me semble que Chronopassion est authorized dealer de Giuliano Mazzuoli. Voilà, on est sur quelque chose de très marqué, très épuré. On a vu Bernard Richards, ce que je salue, qui est venu sur la chaîne nous présenter ses modèles, très radicaux, inspirés vraiment de la compétition automobile. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur des ADN similaires en termes d'orientation, etc., mais sur une approche stylistique et de design qui n'a absolument rien à voir. Tu vois ? Et pour autant, la trajectoire historique ou l'inspiration, c'est quand même la même. Ouais, je trouve ça très sympa d'avoir osé un design comme ça, justement. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette Giuliano Mazzuoli je ne sais pas si je le dis bien, les amis. Combien tu lui mets de 1 à 10 En 9.
Mais un œuf? Ouais, je mets un 9 parce que franchement, c'est hormis la taille qui pourrait faire que par rapport à mon poignet, ça serait peut-être pas portable, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que T'as vu ces aiguilles carrées là et tout ça au bout là? c'est très marqué comme design et justement, ça sort de l'ordinaire déjà. Et puis d'avoir pensé à faire un moi sympa, j'aime beaucoup la mécanique. Et on a repris l'esprit d'une jauge. Eh ben, on se régale. Je crois que tu es le premier dans la séquence surprise à nous faire part et mettre un 9 sur 10 à une montre qui est présentée. Bravo à toi et bonne chance, bon courage et belle vente à notre ami Giuliano Maggioli. On enchaîne les amis sur la séquence recto-verso. Il y a d'autres trucs qui t'intéressent à part la bonne bouffe, le vin alsacien, les montres, il y a d'autres choses? Bah, j'aime bien faire des choses de mes mains. Je trouve que pour moi, c'est important de pouvoir. Tu fais les vendanges? Non, non, non. J'ai eu passé mon brevet pilote avion quand j'étais beaucoup plus jeune. De voltige? Enfin, de voltige, tourisme. Et j'ai fait un peu de voltige aussi. Ouais. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais. Et j'ai poussé le vice à acheter des plans d'un avion. Comme tu achèterais les patrons pour faire, peut-être plutôt ta femme, pour faire une robe. Tu achètes donc des plans, puis tu achètes des feuilles d'aluminium, et tu coupes, tu traces, tu plies, tu colles, tu rivettes. Et puis un jour, quelques années après, tu as un truc où tu peux monter dedans, puis c'est toi qui l'as fait. Tu as commandé des plans d'avion Ouais. et tu as acheté des feuilles d'alu. Ouais, et comment tu les as pliées? Et ben, tu te fabriques une machine pour la plier avec un T en acier. Non, là, les amis, il a caché son jeu. Le Charles, on est tombé sur le professeur Tournesol allié avec MacGyver. Tu as réussi à fabriquer un avion avec des patrons, des plans, des plans. mais qui sont faits pour que les gens construisent leur avion. Oui, c'est un ingénieur français, Michel Colomban, qui a dessiné 2 avions. Et moi, j'ai acheté un de ces 2 modèles. On appelle ça des liasses, hein, ça fait je sais pas, peut-être une centaine de planches assez grand format avec des manuels. Il suffit de savoir lire en fait, hein, tu lis le manuel, tu suis, tu traces. Donc tu as des grandes feuilles A3? Ouais, A3, ouais, tout à fait. Et chaque feuille, tu as un truc à faire? Ouais. Comme une recette de cuisine? Ouais, à peu près, ouais. Ça t'a pris combien de temps de fabriquer cet avion? Je sais pas, 6 ans. 6 ans? Ouais. Vache. Et t'as gardé la foi pendant 6 ans? Non, mais il faut être entouré. Mais tu apprends plein de choses. Ça va au-delà de faire l'avion. Tu commences à démarrer ton truc, donc très très vite tu vois quelque chose, puis après il y a toutes les finitions, les trucs, mais tu dois acheter un moteur. Ouais, j'achète un moteur. Ça par contre, je te confirme, tu ne fabriques pas toi-même le moteur, tu l'achètes. Mais le plus long, c'est de s'approprier les plans. Je vais peut-être passer 6 mois à ne rien construire, mais à essayer de comprendre ce qu'il y avait à faire. Voilà, à mémoriser les plans dans ma tête pour que je puisse assembler les morceaux. Okay. Ça a un sens. Et c'est un avion qui fait quelle taille? C'est un tout petit avion, c'est le plus petit bimoteur au monde, c'est le Cri-Cri, ça fait 90 kg à vide. Donc maintenant, je suis aussi lourd que l'avion. Mais d'accord, mais les grands comment? Ça fait, mes souvenirs, 4 mètres par 2 mètres. Donc c'est plus gros qu'un ULM quand même. Alors c'est une classification avion, mais c'est plus petit qu'un ULM au point de vue taille. Ah ouais? Parce qu'un ULM, en fait, c'est une classification. C'est 2 personnes, pas trop de bagages, pas trop de poids, exposés de façon assez courte. D'accord. Donc tu as quoi comme moteur? Tu as 2 moteurs, c'est un bimoteurs. C'est 2 moteurs de tronçonneuses canadiennes qui font. C'est un truc de fou, les C'est un truc de fou. Là, non, mais c'est un truc de fou, il est complètement barge. Mais j'étais beaucoup plus jeune aussi. Donc, quand tu es plus jeune, donc tu es plus léger. Tu es plus léger d'un niveau. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il est un peu foufou, mais c'est ce qui nous motive quand même, la folie là-dedans. Et donc, à un moment, tu l'as fini l'avion. Oui. Et là, tu montes dedans. Tu le mets sur la remorque. Ouais. Tu l'emmènes à l'aérodrome. Et là, tu te dis, j'y vais. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Non, mais au moment où tu y allais, tu avais quand même d'abord un petit pincement au cœur d'émotion et tu avais un petit peu les chocottes ou pas? Bon, déjà, tu décolles pas comme ça en un claquement de doigts. Tu fais d'abord des essais de roulage, tu t'appropries un peu le truc. Ouais. Tu en parles à des anciens quand même qui ont l'expérience, à d'autres personnes qui ont construit le même, parce que je ne suis pas le seul. Hein, il y a des centaines à avoir construit ce type d'avion. Ouais. Donc tu as des uns. Puis après,
C'est comme tout avion, hein. Tu montes dedans, tu serres les freins, les gaz à fond, tu lâches les freins, puis au bout d'un moment, ça décolle. Ça décolle, hein. Et là, tu as fait tu as fait ton petit tour, puis tu es revenu, tu Ouais, l'as rangé ou Ouais, tu fais un petit tour. C'est quand même conseillé de faire des petits tours au début, puis plus tu prends d'expérience et plus d'aisance, et plus tu fais des choses. Donc, tu es allé où avec alors? Moi, j'avais pas un brevet PPL, c'est-à-dire que je pouvais pas faire des grandes distances. J'étais uniquement en petit vol local. Ouais. Donc, je faisais, le plus loin que je suis allé, c'est à l'Île-Dieu. À l'époque, j'habitais Vichy, l'Île-Dieu. Quand même, tu as bien 400 km, quoi. Ouais, enfin, on va dire une heure de vol, 1 heure et demie, hein, 1 heure et demie plutôt. 1 heure et demie, ouais. Et qu'est-ce qu'il est devenu cet avion? Je l'ai vendu parce que j'avais plus le temps, j'ai changé de métier, j'étais commercial, j'avais plus le temps de voler avec et je préfère que quelqu'un. Tu préfères que quelqu'un vole avec? Ouais, c'est fait pour voler. C'est comme une voiture. Il vole toujours? Il vole toujours, d'après mes. Et t'as des petits pincements au cœur quand t'en parles comme ça, ou c'est une période de ta vie qui est passée? C'est une période, j'ai plus un pincement quand j'entends un bruit de moteur d'avion dans le ciel où ça me fait quelque chose, mais j'ai envie de dire, un bon pilote, c'est comme un bon navigateur, c'est quand tu rentres au port ou tu te poses et que tu es vivant, et il y a un moment, c'est pas mon métier non plus. Quand tu dis ça, tu es vivant, ça veut dire que tu t'es pris des chocottes 2-3 fois? C'était un avion quand même très pointu, hein. C'est un avion de voltige, il part très vite, il a peu de surface à l'air, donc il peut décrocher très vite. Il est très facile à piloter malgré tout, donc tu as encore envie d'aller plus loin que ce que tu pourrais faire avec un autre type d'appareil. Donc, quand tu es un peu jeune, un peu fou, il faut. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Ouais. Ah ouais. Il y a 20 ans. Énorme ce truc. Il construit un avion, mais. Mais je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui font ça. Hein. Attends, 48, théoriquement, tu seras à la retraite dans 15 ans, mais dans 15 ans, ils nous auront rajouté 10 ans, donc dans 25 ans, c'est-à-dire 25 ans, 48, 73. Tu passeras ton brevet d'horlogerie et tu viendras à tes premiers amours historiques. Le problème, c'est les yeux. Il y a des loupes, il y a des trucs. La technologie sera là. Où on sera dans le métavers de Facebook, les amis, et tout ça aura disparu. C'est chaud. Hein. Là, franchement, il m'a scotché parce que figurez-vous que le recto verso, on n'en parle pas avant. Donc forcément, là, il peut me sortir des trucs, etc. On va encore parler de bagnole et tout ça. Que nenni, il a fabriqué son avion, un truc de dingue. Bravo Charles, c'est impressionnant. On enchaîne pour conclure avec sa prochaine montre. Là, franchement, il y a des trucs à raconter parce que là, il faut au moins que tu aies une montre à un moment, je sais pas, type aéronautique. Dans 2 ans, tu as 50 ans, tu es chaud comme une baraque à frites avec la Mazzoli. Et j'ai l'impression, ou je me dis, qu'il a quelque chose dans le tuyau quand même. Si toi, tu n'as rien dans le tuyau, là, je comprends plus rien. Hein. Alors, des montres aéronautiques, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 Breitling, deux Navitimer, une World Navitimer, donc une GMT, que j'ai achetée, que j'ai revendue très rapidement. Je la supportais pas en fait. Je supportais pas le déplacement du rotor. Alors c'est un 7750, je crois qu'il est dedans. Alors on aime ou on n'aime pas, mais j'avais l'impression d'avoir un vibreur au poignet. C'est pas une grande surprise ce que tu dis. Voilà, et bonne montre, bien fabriquée, lisibilité, bon. En tout cas, c'était la montre que je voulais, c'était la montre d'aviateur, mais je l'ai revendue. Donc ça, c'est ce que tu as eu dans l'aviation, le truc. Voilà. Mais si on vient sur vraiment la trajectoire qui t'occupe aujourd'hui, peut-être qu'elle est multiple, cette trajectoire. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui n'ont strictement rien à voir. Il y en a une qui est, on va commencer par la plus classique, qui serait une glace shooter originale, une pneumatique lunar, très classique. Et autre chose, mais très classique, c'est quand même pas le truc le plus classique, glace shooter. C'est classique dans le style allemand. Dans le style allemand. Voilà. Mais tu as déjà une montre d'origine allemande ? Oui, j'ai une Nomos, une Club Campus avec dos saphir. Ouais. Là, j'avoue, ce qui me passionne, ce sont les finitions chez eux. Chez Glass Shooter ? Oui, chez Glass Shooter. Là, je ne suis pas insensible, peut-être mes origines de prothésiste dentaire au niveau professionnel qui font que. Mais là, je vois quand même que c'est du boulot, quoi. Et ça, ce n'est pas de l'industriel. Bientôt, les amis, Charles, une Glass Shooter sur la chaîne. Et on a déjà eu une dans un battle avec un collectionneur, mais c'était moi le collectionneur. Là, c'est vraiment un invité qui vient avec une Glass Shooter CQ, la plongeuse. Et en plus, c'est un invité qui est déjà venu
dans Dual Time, avec une montre, une tuerie, un chronographe. Je ne vous dis pas lequel, mais quand vous allez le reconnaître, là, attention, ça va envoyer des good vibes. Donc, une Glashütte panomatique, phase de lune, Ouais. c'est ça. Okay. Ça, c'est un projet, c'est dans le tuyau, tu as fait les économies, c'est financé ou c'est quelque chose que tu regardes? C'est quelque chose que je regarde pour mes 50 ans, donc c'est en train de se financer. Mais qu'est-ce que tu as d'autre dans le tuyau? Tu as autre chose pour tes 50 ans? Tu vas tout me dire, il va tout me dire, les amis. Alors peut-être avant, une Youngtimer, j'ai envie de dire, ouais. Une marque que tu connais pas trop, je crois, avec un symbole un peu grec, tu vois. Omega ou Delta? Méga. Ah, une méga. Omega. Voilà. Ouais. Laquelle? Alors une Speedmaster, mais un modèle qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on voit pas trop. C'est la 125e anniversaire. Oula, oui. Donc qui est sortie en 73 alors elle est très massive, hein, d'après ce que je peux voir sur les photos, parce que j'ai pas eu la chance de la voir en vrai. C'est le cas. Mais là, c'est pareil, c'est irrationnel. Pourquoi elle me plaît, je ne peux pas te le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je la vois, je la veux. Quoi. Alors, vous la voyez sur les images, là, on a un bracelet intégré, une format de boîtier tonneau, un cadran assez chargé, etc. Bon, moi, j'aime bien, mais bon, vous savez que ça, c'est mon style, etc. Je le dis à chaque fois, mais c'est important quand même que je rajoute que c'est mon style aujourd'hui. Et j'ai conscience, et je le souhaite, que ce soit plus mon style demain, mais que ça redevienne mon style après-demain. C'est pour ça que je te posais la question, quand t'aimes plus, tu vends. Ben moi, quand j'aime plus, je vends pas. Pas parce que je me dis que ça pourrait prendre de la valeur ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ce qui m'intéresse dans l'horlogerie, c'est le cheminement vers, et ce cheminement ne s'arrête jamais, et non pas, mon objectif, c'est d'acheter ou d'avoir telle montre, et puis après, next. Non, moi, c'est le parcours. Il s'avère qu'aujourd'hui, le parcours 70s, intégré, TV dial, des couleurs un peu merdiques, etc. Ben moi, j'aime bien aujourd'hui, et puis ça va, ça vient, c'est quand même ça qui est sympa. Donc ça, c'est... Donc tu hésiterais aujourd'hui entre une Glashütte et une 125 Parce que la Glashütte panomatique Moonphase, dites-moi les spécialistes de Glashütte si je me trompe, elle est toujours au catalogue. Elle est toujours au catalogue. Donc tu pourrais être sur un scénario montre neuve versus vintage. Ouais, mais l'important c'est de se faire plaisir, c'est pas... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux choix qui sont très radicaux. Je veux dire, c'est la carte et le lapin. Hein. Ah oui, non, mais c'est complètement... on est à 180 degrés. Ouais, là, mais est-ce que tu vas tenir pendant 2 ans sans t'acheter de montre? Ah non, ça non. Ah, ok. Donc là, tu as un truc qui va arriver là? Alors, tu pourrais céder? On est juste avant Noël. Alors oui, j'attends une Nomos justement. Il n'y a pas que chez Rolex les listes d'attente. Hein. Ça fait 6 mois que je l'ai commandé. Oui, mais tu l'as commandé. Je l'ai commandé. Tu as payé. J'ai payé. Ah, c'est pas une liste d'attente ça. Mais maintenant ça commence. Hein. Il y a au moins 6-7 mois d'attente maintenant hein, chez Nomos. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une liste d'attente où tu attends qu'on te dise oui. c'est que tu l'as commandé comme si tu avais commandé ta bagnole. Et c'est quel modèle? J'ai repris une Club Campus, que je trouve sympa. Il y a un problème avec le Club Campus. Les cadrans sont sympas. Quelle couleur? Un cadran silver, mais californien, donc le haut en arabe et le bas en romain. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant. Et ça m'a fait sourire du reste, que j'ai pensé à toi. Mais ça a un sens, hein. Ça a un sens. C'est pour, chez mon ami dans le mauvais sens, qu'on sache lire l'heure. Ah ouais, mais ça c'est un coup à se tromper. Alors il y a des détrompeurs comme sur les clés USB, il y a des trucs, etc. Effectivement, c'est chérie, je suis en retard, je me suis trompé en lisant l'heure. Bon, les amis, vous savez quoi? Ça va être l'heure de l'apéro. Charles, merci beaucoup. Merci Xavier. Les amis, on s'est régalé. Je sens qu'avec Charles, on va aller boire un petit verre de blanc d'Alsace après l'enregistrement. Si vous voulez participer, vous savez, c'est extrêmement simple. www.dailyshoes.fr, il y a un formulaire. Alors pour la petite histoire, je la fais très courte. On avait dû enregistrer à peu près 20 fois avec Charles. Attends, je te relance, tu me réécris, je l'ai pas, je suis pas dispo, enfin, etc. Bon, c'est pas simple de gérer tout cet agenda, etc. Si vous voyez que je vous réponds pas, c'est non pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que j'ai zappé, j'ai pas eu le temps, je suis surchargé, etc. Ne m'en veuillez pas. Relancez-moi, écrivez-moi à nouveau et puis on trouvera un moment que vous puissiez passer sur la chaîne. Vous voyez, Charles, il vient d'Alsace, on enregistre à Paris, donc effectivement, quand vous êtes en province, si vous vous dites dans les semaines, les mois qui viennent, je vais aller à Paris, attendons, sinon on fait un... Entre amis.
Duel Time. Il n'a pas suivi, les amis. Je pensais que c'était un gros contributeur de la chaîne. Pas complètement. Allez, merci Charles. Ciao, ciao. Ciao. J'ai failli dire Bellucci, mais là, on va se dire c'est des bourrins. Ouais. Attention maintenant. Eh ouais, non, mais maintenant, on ne peut plus rien dire.